Bonjour, bonsoir à tous. Je prends l'antenne avec 1 minute d'avance. Voilà, c'est tout à fait inédit, c'est très exceptionnel, mais je ne peux pas résister. Je ne peux pas résister au plaisir de prendre l'antenne et de vous saluer, Jenny, Lina, Ryan, Roxane. On a deux Roxane ce soir. On a Christelle, on a Laura, Sébastien, Aurélie. Bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue, soyez les bienvenus pour ce live. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour parler un peu des épreuves de français du CRPE, ce qui est quand même ma grande passion dans la vie. Bonsoir Delphine, Camille, Mathilde, Chantal, Séverine, Guillaume, Carla, Delphine, Jessica. Bonsoir à Mélina. Est-ce que tu es là, Mélina, qui va modérer ce live et qui sera avec nous, présente dans le chat? Mélina, ambassadeur d'Objectif CRPE. Je ne sais pas comment féminiser ce mot, Mélina. Je sais que tu es sensible à la question féministe. Donc, si tu as un avis sur la question, tu me le dis. Bonsoir Mathilde, ex-Coquelicot et ex-Camélia, de nouveau en route avec vous. Et donc Mathilde, tu es en train de voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et toutes les fleurs de l'herbier. Et tu es aujourd'hui, si je comprends bien, une magnolia comme Valérie. Écoute, ça me fait grand plaisir de te retrouver et de voir que tu persévères. Et j'espère bien que cette année, ça sera ton année et que les Magnolias, vous serez nombreux à être lauréats du CRPE 2022. Et bonsoir à tous ceux qui ne sont pas encore élèves d'Objectif CRPE ou qui ne le seront jamais d'ailleurs. Vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes ensemble pour parler des sujets zéro de français du CRPE 2022. C'est le thème de ce live. Qu'est-ce que ça raconte, ces sujets zéro qui sont sortis il y a quelques semaines? On a pris le temps de les regarder, de les étudier, et on va les regarder ensemble, si vous voulez bien, pour comprendre ce que veut dire cette réforme de l'épreuve de français du CRPE et ce qui est attendu de vous et quels sont les critères de réussite, les facteurs de réussite. Je vais essayer de ne pas merder avec mon micro, je vais même le mettre ailleurs, comme ça, hop. Vous me dites si vous m'entendez correctement et vous me dites s'il y a un problème. Jordan est là aussi de l'autre côté du mur et pourra nous venir en aide s'il y a la moindre difficulté. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Izzy, Mo, Vanessa, Malika, Amélie, Thomas, vraiment c'est super. Mélina, ambassadrice. Voilà une question de régler. Et nous sommes ensemble pour parler des sujets zéro de français du CRPE 2022. Vous avez a priori tous un point commun, c'est que vous envisagez de devenir professeur des écoles et je vous en félicite parce que c'est un métier magnifique et que nous en avons besoin, la France en a besoin, le monde en a besoin. Nous, chez Objectif CRPE, notre mission, notre vocation, c'est de vous aider. Si vous êtes décidé à devenir professeur des écoles, nous, on a envie de vous aider à décrocher l'admission au concours qui vous permettra d'exercer cette fonction dans les meilleures conditions. Et donc, on va parler aujourd'hui des sujets zéro de français. Je les ai là. Ils sont là. Il y a 2 sujets zéro. Vous savez ça, il y a 2 sujets zéro qui sont parus. En voilà un premier, le sujet. On va l'appeler le sujet Giono parce que le texte, je dis bien le texte, on ne parle plus de 4 textes comme c'était le cas dans la précédente mouture du concours, mais d'un texte unique. Le texte est de Giono, magnifique auteur, un texte que je ne connaissais pas, Solitude de la pitié. Pour ma part, jamais entendu parler de ça, mais magnifique texte. Tout ne se joue pas sur le texte de Giono, je vous rassure, et on va le voir, il y a une grande partie de ce sujet
qui porte sur le texte de Giono, mais qui en réalité n'a rien à voir avec Giono, rien à voir avec la littérature, etc. Ce qu'on voit là, étude de la langue, première partie, et ce qu'on voit là, deuxième partie, lexique et compréhension lexicale. Ça n'a pas tellement de rapport avec la littérature avec Giono, le texte de Giono n'est qu'un prétexte. Par contre, voilà, là, dans la réflexion, la troisième partie, réflexion et développement, où on va vous demander de rédiger quelque chose en réponse à une question, là, il va falloir vraiment vous appuyer sur ce texte de Giono et montrer que vous avez compris ce texte de Giono. Donc, on a un premier sujet zéro qui est ici, on a un deuxième sujet zéro qui est là. Alors là, c'est pas Giono, c'est Elsa Triolet. Donc Elsa Triolet, alors là, je suis curieux de savoir, est-ce que quelqu'un a déjà lu du Elsa Triolet? Parce que moi, je vais vous répondre en toute honnêteté, jamais, avant aujourd'hui, avant la parution de ce sujet zéro, je n'avais lu d'Elsa Triolet. La seule chose que je savais, c'est que c'était la maîtresse d'Aragon, qui est un auteur que j'adore pour plein de raisons, et notamment pour un de ses romans qui s'appelle Aurélien, mais aussi pour le traité du style et plein de choses qu'Aragon a écrites et que j'adore. Mais Elsa Triolet, pour moi, c'était essentiellement ça, voilà, quelqu'un qui, une poétesse que je ne connais pas bien, et peut-être romancière, si j'en juge par l'extrait de ce sujet zéro, qui a fricoté avec Aragon, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Giono, c'est différent. Pour moi, Giono, j'adore Giono. J'en ai pas lu beaucoup, mais les quelques livres de Giono que j'ai lus, ça m'a marqué à vie, et notamment Un roi sans divertissement de Giono, qui est un roman fabuleux que j'aime beaucoup. Mais donc voilà, non, ouais, non, ça vous dit rien du tout, hein. Elsa Triolet, Cynthia, Marie, Séverine, Mo, Emmanuel, Lina Ryan, vous ne connaissez pas Elsa Triolet. Et, bonne nouvelle, la première chose que j'ai envie de vous dire sur ces sujets zéro et sur cette épreuve de français, c'est que si vous ne connaissez pas l'auteur, si comme moi vous n'avez jamais lu du Elsa Triolet de votre vie, eh bien, bonne nouvelle, ce n'est pas un problème, pas du tout. Ça ne va pas se jouer là-dessus, hein. Votre réussite au CRPE ne va pas se jouer sur votre connaissance préalable de l'auteur unique désormais qui figure dans le corpus de texte qui n'est plus un corpus, qui est un texte unique qui figure en tête de ce sujet qu'on va examiner ensemble. Donc, pas de panique. Et vraiment, ce n'est pas un critère de connaître ou non l'auteur. Donc, les amants... Ah, il y en a quand même qui connaissent. Lou a lu Les Amants d'Avignon. Très beau livre d'Elsa Triolet. Écoute, Lou, je retiens Les Amants d'Avignon. Lina Ryan parle d'un roman de Giono qui s'appelle Un roi sans divertissement, qui s'intitule, pardonnez-moi, Un roi sans divertissement. Très beau roman de Giono que j'ai lu aussi et qui est pour moi éternellement associé à la figure d'un prof. Et je me permets d'en parler une minute. Je ne vais pas vous saouler avec ça, on n'est pas là pour ça, mais on est entre profs, on est entre enseignants, entre futurs enseignants et enseignants. Et moi, j'ai parmi les enseignants qui m'ont marqué et dont je me souviendrai toute ma vie et qui sont devenus beaucoup plus qu'un prof. Je vous parle d'un ami. Je vous parle de Daniel Hamon, un prof de français dans mon lycée qui faisait lire à ses élèves de seconde chaque année Un roi sans divertissement de Giono. Et c'était extraordinaire. C'était, pour ces élèves, c'était une aventure fabuleuse que de découvrir la littérature à travers ce roman de Giono. Donc bref, ce que je voulais dire, c'est que ces sujets zéro de français convoquent la littérature. Giono, Triolet, que si vous ne connaissez pas ces auteurs, ce n'est pas un problème, ce n'est pas du tout là-dessus que va se jouer votre réussite au concours, mais qu'on est quand même, voilà, on entre de plein pied dans quelque chose qui est exaltant et passionnant, me semble-t-il, à moi, amoureux de la littérature, et probablement à vous qui envisagez d'enseigner.
vous avez un texte littéraire magnifique, enfin, en tout cas celui de Giono, je le trouve, je ne sais pas si vous l'avez lu, on va peut-être le parcourir ensemble, mais je le trouve extraordinaire. Mais aujourd'hui, on est là avant tout pour essayer de comprendre ce que c'est que ce sujet, quelles sont les attentes du jury, quels sont les pièges éventuels, comment on s'y prépare. C'est ça le programme de ce live. Je serai évidemment attentif à vos questions, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous lis, je vous suis dans le chat et j'essaierai d'y répondre de mon mieux. Mélina, qui modère ce live avec moi, pourra également vous répondre, en tout cas sur les questions qui pourraient avoir trait à la préparation d'objectifs CRPE, même si Mélina est également compétente, je pense, en matière littéraire. Mais voilà. Et donc, c'est parti. On y va. Et la première chose que j'ai envie de faire avec vous, c'est d'observer. C'est d'observer ces sujets qui sont parus et de faire un certain nombre de constats, d'observations. Alors, comme toujours, vous aurez une première page qui vous dira... alors, voilà, une première chose importante qui vous dira 3 heures, 20 points. Bon, premier constat, premier changement par rapport à la mouture précédente du concours. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà passé le CRPE et qui connaissent l'ancienne épreuve de français ou l'épreuve de français qui a eu cours jusqu'en 2021, c'était 4 heures et c'était 40 points. Maintenant, ce n'est plus que 3 heures et ce n'est plus que 20 points. Ça ne veut pas dire que l'épreuve de français devient moins importante, notamment parce que vous voyez qu'on conserve cette idée de note éliminatoire pour ceux qui auraient moins d'un quart des points, c'est-à-dire moins de 5 points, c'est adieu. On ne se verra pas à l'oral et vous ne pourrez pas devenir professeur des écoles titulaires. Ce sujet contient 4 pages numérotées de 1 à 4. Assurez-vous que cet exemplaire est complet. Bon, ça a l'air de rien, mais c'est important. Pas chaque année, mais de temps en temps. Une année sur 3, une année sur 5 peut-être. Il y a des candidats qui se font piéger parce qu'ils ne voient pas une des pages du sujet, parce qu'il y a eu une mise en page un peu exotique, un peu pourrave, et que une partie du sujet est cachée sur le verso d'une page 4, etc. Donc faites attention à ça. L'usage de la calculatrice est autorisé, ce qui vous fait une belle jambe. Bien évidemment, vous n'en aurez pas besoin sur l'épreuve de français. Tout autre document est interdit. Vous ne devrez pas mettre de signe distinctif sur votre copie pour dire hey, oh, c'est moi, élève d'objectif CRPE, machin. Non, ça non. Donc, pas de signe distinctif sur la copie. Et si vous estimez que le texte du sujet, de ces questions ou de ces annexes comporte une erreur, signalez lisiblement votre remarque dans votre copie et poursuivez l'épreuve en conséquence. Ça, c'est intéressant parce que en fait, oui, ça arrive qu'il y ait des erreurs dans les sujets, ça arrive qu'il y ait des choses un peu bizarres. Il y a un truc un peu bizarre, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Si je vous racontais par exemple comment je suis descendu aux enfers du P souterrain d'un grand magasin, là on est dans le deuxième sujet 0, le sujet triolet. J'avoue que... alors, dites-moi dans le chat si quelqu'un comprend ce que c'est que ce P qui figure en fin de ligne de la première phrase du texte d'Elsa Triolet. Parce que moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est une coquille. J'ai l'impression que c'est une coquille. En tout cas, je n'ai pas trouvé aux enfers du parking souterrain, dit Laura. Eh bien, ce que tu viens de faire, Laura, c'est ce qu'on appelle une hypothèse. Donc, si quelque chose qui vous semble louche vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la mentionner explicitement. Alors, en l'occurrence, il n'y a pas tellement dans le sujet de questions qui portent sur cette phrase et qui vous obligent à dire
Il y a ce truc chelou que je comprends pas bien. Je vais formuler une hypothèse. Je vais faire l'hypothèse que le P veut dire parking. Bon, mais tout le monde a l'air de penser que le P veut dire parking. Mais écoutez, si c'est votre hypothèse, formulez-la si vous en avez l'obligation. Parce que si aucune question ne porte là-dessus, vous pourrez simplement faire l'impasse joyeusement sur cette question de mais que vient foutre ici ce grand P en italique que je ne comprends pas et qui, pour moi, ne veut rien dire. Parce qu'en effet, hein, ça raconte un parking souterrain. Mais peut-être qu'Elsa Triolet a effectivement écrit comment je suis descendu aux enfers du paix souterrain d'un grand magasin. Peut-être aussi que c'était une erreur, une coquille, car ça arrive régulièrement dans les concours que des erreurs se glissent dans le sujet. Bon, ça c'est pour l'entête, les indications réglementaires, voilà. Pas de surprise, mais on intègre tout de suite que c'est 3 heures. Ça, c'est une information clé, 3 heures, pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins. En fait, si vous voulez prendre moins de temps que 3 heures, vous pourrez, hein. Personne ne vous empêchera de sortir avant l'heure dite, simplement c'est dommage. Quand on vous donne 3 heures, 3 fois 60 minutes, il faut les utiliser à plein. Quel dommage ce serait de ne pas utiliser complètement le temps dont vous disposez. Donc le but du jeu, ça va être d'occuper ces 3 heures et de vous régler, de vous calibrer, de vous timer sur cet emploi du temps que vous avez. Vous avez 3 heures, il faut les utiliser le mieux possible. Bon. On regarde à quoi ressemble le sujet? Bonsoir, Letty. On regarde à quoi ressemble le sujet. Allez, c'est parti. Et je commence avec le premier sujet 0. Ça va suffire, je pense. On a donc, après cette page de garde, un texte littéraire. Un soir d'avril, le narrateur sort se promener sous la pluie. Il entend une plainte dans l'herbe, tout près de lui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en italique. Donc, c'est pas du Giono. Hein, c'est pas le texte lui-même, c'est ce qu'on appelle parfois du péritexte, ce qui est autour du texte, parfois du paratexte. C'est un chapeau qui a été mis là par le concepteur du sujet pour vous aider à comprendre un peu le contexte, parce qu'on va vous donner une page de littérature et vous n'avez pas lu le livre, vous ne savez pas d'où ça sort, donc c'est un peu des éléments, des indices, des éléments de contexte. Et donc un soir d'avril, le narrateur, c'est-à-dire celui qui raconte, narrer, ça veut dire raconter. Le narrateur sort se promener sous la pluie, il entend une plainte dans l'air. Et après, on passe de l'italique penché, pof, à ce qu'on appelle les caractères romains, droit. Et là, ça y est, c'est de la littérature. 2 grands corbeaux montèrent de l'herbe. Je l'ai reconnu. C'étaient de ces vieux sauvages des plateaux. Les vieux durs qui ont chassé le rat ou la marmotte pendant l'hiver et qui coulent dans le printemps vers nos collines plus douces, vers des proies plus savoureuses. Ils s'étaient haussés de l'herbe d'un simple coup d'épaule, juste assez pour se poser dans l'olivier. Le gémissement reprit. Les corbeaux me regardaient, ils se mirent à craquer tous les deux comme des branches qui se cassent. C'était un avertissement. Alors de l'herbe monta un freux. Et sympa, on vous donne des notes de bas de page qui vous expliquent, si comme moi vous ne savez pas ce que c'est qu'un freux, c'est un corbeau, etc., etc. Je ne vais pas vous le lire en entier, ce serait un plaisir, mais on n'est pas tout à fait là pour ça. Parce que ensuite, après ce texte littéraire, qui fait quoi? Plus d'une page, hein. On parle de une page et demie, quoi. Hein. Donc, une grande page de littérature tirée de, ça il faudra faire très attention à ces éléments-là qui, eux aussi, font partie du péritexte et qui vous disent que l'auteur s'appelle Giono, que l'œuvre s'appelle Solitude de la pitié, que visiblement
On est à l'intérieur de cette œuvre, dans une section. Est-ce que c'est un recueil de nouvelles qui s'intitule Solitude de la pitié et que la nouvelle s'intitule La Grande Barrière? Peut-être, c'est l'hypothèse que je formulerais comme ça, puisque ce qui est en italique, c'est le titre de l'ouvrage, et ce qui est entre guillemets, c'est le titre plutôt du poème, si on est dans un recueil de poèmes. Là, c'est pas tout à fait de la poésie, même si Giono écrit de la prose avec tout ce qui fait qu'on est en fait dans de la poésie. Mais je dirais que ça ressemble, comme ça, l'hypothèse que je ferais, c'est que c'est une nouvelle à l'intérieur d'un recueil de nouvelles paru en 1932 et écrit par Jean Giono. Bon. Mais, ce qui est surtout important, il y en a qui se plaignent que j'ai pas lu le texte plus loin. Merci, ça me fait plaisir. Peut-être, si on a du temps, on le lira ensemble, on le relira, etc. Mais quand même, moi, même si je suis absolument et totalement passionné de littérature et que j'adore lire de la littérature à mes enfants le soir pour qu'ils s'endorment, là, on est là pour autre chose, on est là pour comprendre sur quoi va se jouer votre succès au CRPE. Et malheureusement, ou heureusement, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne va pas se jouer sur votre aptitude à savourer la littérature, ça va se jouer sur l'étude de la langue, section 1, sur vos aptitudes lexicales, section 2, et sur vos aptitudes à la réflexion et au développement rédigé, section 3. Et je m'empresse de dire que nous ne possédons pas aujourd'hui d'indication sur le barème. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Si vous êtes comme moi, un obsédé de la réussite au concours, vous avez envie de savoir combien de points sur chaque partie. Et nous ne le savons pas aujourd'hui. Et nous ne savons pas si nous le saurons avant le dernier moment. En fait, qu'est-ce qui se passe au CRPE? Le jury, à un moment, se donne un barème de correction. D'accord? Alors, dans la mouture précédente de l'épreuve de français, on savait très bien qu'il y avait 11 points, 11 points, 13 points sur les 3 parties de l'exercice. Ça ne posait pas de problème. Plus 5 points pour la maîtrise de la langue. Tout ça était connu. Ce barème-là n'est pas connu aujourd'hui. Il le sera peut-être avant le concours, mais peut-être pas. Je ne peux pas vous le dire avec certitude. Aujourd'hui, quand le jury se réunit pour le CRPE, d'abord, c'est un jury académique. Donc le jury de Créteil n'a pas forcément exactement le même barème et les mêmes consignes d'évaluation et de notation que le jury de l'académie de, mettons, de Corse, de Bordeaux, de Montpellier, de Rennes. Chaque académie va produire son propre guide de correction et d'évaluation. Bon, moi j'espère de tout cœur qu'on aura avant le concours des indications un peu plus précises sur la ventilation des 20 points dédiés à cette épreuve de français entre les 3 parties de l'épreuve. Mais pour l'instant, on ne les a pas. Donc, c'est pas grave, on va faire 100 et on va faire en sorte d'aller chercher tous les points, les points de grammaire, les points de lexique, les points de rédaction, ils sont pour vous et on va s'efforcer cette année de tout faire pour aller récolter tous ces points qui vous donneront des chances d'aller défendre votre candidature à l'oral. Donc pourquoi ne mettent-ils pas les barèmes, demande, enfin Anaïs trouve ça dommage, Marie pose la question, et à mon avis la réponse d'Emmanuel est la bonne, ils ne le connaissent même pas encore eux-mêmes. Je pense que, voilà, dans une réforme du concours, déjà, les concepteurs et les auteurs de ces sujets zéro ont fourni un gros travail pour fournir un sujet zéro et même 2 pour le prix d'un qui nous donne une idée bien précise, et ça c'est la chance qu'on a, on n'est quand même pas du tout à l'aveuglette dans cette préparation, on sait exactement à quoi on doit se préparer, il manque juste le barème. Donc moi j'ai demandé, j'ai réclamé à droite à gauche, le barème les gars, il manque le barème là. Mais pour l'instant, il n'est pas là, il arrivera peut-être un jour. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 3 parties, étude de la langue, lexique, et
réflexion et développement. Étude de la langue, c'est quoi? Eh bien, les vétérans du CRPE qui sont présents parmi vous, je crois me souvenir que nous avons quelques anciens, des promos, Mimosa, Jasmin, etc. Eh bien, vous reconnaissez quelque chose qui doit vous paraître familier parce que indiquer la nature et la fonction des mots ou des groupes de mots, c'est familier. Justifier l'orthographe des mots, c'est familier. Indiquer la nature et la fonction des propositions dans la phrase suivante, indiquer le temps et le mode et commenter leur emploi. Nous sommes là en plein dans les classiques de ce qui s'appelait la partie 2 de l'épreuve de français du CRPE dans la précédente mouture de l'épreuve. C'est de la grammaire. C'est des questions de grammaire. Il y en a 6, comme c'était un peu devenu la norme, 5-6 questions dans le sujet de français. Sur l'autre sujet, je vais trouver 7 questions, une de plus, et on est dans la limite haute. Bref, la grammaire est encore là. Quels indices orthographiques permettent au lecteur justifier l'orthographe, relever les pronoms personnels, analyser les propositions et les expansions du nom pour la question 5, une question 6 qui porte sur le temps verbal et sur ce qu'on appelle en grammaire les valeurs du présent. Parce que comment peut-on expliquer le passage au présent dans les lignes suivantes? Alors, il y a une deuxième partie de la question qui dit réécrivez cet extrait en le transposant au passé, mais la première partie, c'est une question qui porte sur la valeur du présent. Stop! Un automate distributeur de tickets vous guette. Ticket en main, la voiture se présente. Au bras mécanique de la barrière, le bras se lève et prend la forme d'un gibet pour une personne. Vous pouvez passer dessus et sortir du purgatoire. En effet, ce sont deux verbes, deux formes verbales conjuguées. Il n'y en a que deux qui sont en gras. Il y en a d'autres, hein, des verbes au présent, se lève, prend, etc. Mais il n'y en a que deux qui sont mis en gras, et il va falloir expliquer pourquoi l'auteur a choisi le présent plutôt qu'un autre temps. Probablement que ce présent a une valeur de répétition. Et je dis ça, là, vous pouvez vous dire, mais valeur de répétition, on m'a appris ça pour l'imparfait. Bah ouais, le présent peut aussi avoir une valeur de répétition, c'est ce qu'on voit là. Bref, pardon, je ne veux pas entrer dans la résolution de ces questions, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons là une première partie qui est une série de questions de grammaire appliquées au texte qui ressemble furieusement à ce qu'était la partie 2 de l'épreuve de français de l'ancienne mouture du concours. 6 ou 7 questions de grammaire, ça va vous prendre 5-10 minutes par question, je ne sais pas, mais on est dans ces eaux-là. Et il va falloir les traiter, et là vous avez des points à prendre, en pagaille. Ensuite, lexique et compréhension lexicale. Et là, pouf, tout de suite, les anciens du CRPE se disent « Ah, c'est marrant, ils ont sorti le lexique pour en faire une section à part du sujet. » Et oui, en effet, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont sorti le lexique pour en faire une section à part du sujet. Ce qui dit quelque chose hein, de la conception que se fait aujourd'hui le pouvoir de quels sont les critères d'évaluation d'un bon enseignant. Et ce que je constate tout de suite, c'est que la grammaire, la maîtrise des bases grammaticales, de la connaissance de la langue, loin de disparaître ou de s'effacer, est toujours présente, mais peut-être plus présente encore que dans la mouture précédente de l'épreuve. Et le lexique devient quelque chose qui a droit à sa section à part entière. Le lexique, qu'est-ce que c'est? C'est un synonyme de vocabulaire. Hein. Donc, est-ce que les candidats au CRPE comprennent le vocabulaire utilisé dans un texte littéraire de Jean Giono, par exemple, ou d'Elsa Triolet? Est-ce qu'ils sont capables d'expliquer le sens d'un mot? Est-ce qu'ils sont capables peut-être d'expliquer son origine, comment il s'est formé, comment il s'est construit? C'est quelque chose dont on pense aujourd'hui que c'est très important pour un professeur des écoles de maîtriser ce vocabulaire de la langue française.
Alors, est-ce que c'est une nouveauté? Pas tant que ça, hein. Ce qu'on avait observé, et les anciens élèves d'objectif CRPE ne seront pas surpris de ce que de ce que je vais dire, c'est que le lexique était déjà archi présent, omniprésent dans les sujets du CRPE avant cette réforme de l'épreuve. En fait, dans 95% des cas, vous aviez une question de lexique, de lexicologie dans la partie grammaire. La seule chose, c'est que le lexique occupe une section à part et donc va prendre plus d'importance, et probablement qu'en termes de pondération, en termes de points, le lexique aura encore plus d'importance dans, dans cette nouvelle épreuve de français du CRPE. Donc ça ressemble à quoi le lexique? Analyser la formation du nom inquiétude. Donc ici nous avons une question de, c'est quelque chose que on va appeler la morphologie, hein, la morphologie d'un mot. C'est sa forme et c'est comment est-ce qu'il s'est formé, comment est-ce qu'il s'est construit. Par exemple, inquiétude, je pense que même si vous n'avez pas encore beaucoup travaillé ces questions de lexico et de morphologie, vous pouvez comprendre que c'est un mot qui s'est formé à partir d'un radical qui est quiète, mais auquel on a adjoint un suffixe, le suffixe ud, qui permet de former le nom quiétude, synonyme de la quiétude. Qu'est-ce que vous diriez? Donnez-moi un synonyme de la quiétude. Et là, je vois qu'il y a Emmanuel déjà qui est au taquet et qui nous parle de formation affixale. Et tu as parfaitement raison, Emmanuel. En effet, c'est un mot qui s'est formé par l'adjonction de plusieurs affixes à un radical. Un affixe, ça peut être un préfixe ou un suffixe. Le préfixe, il vient se loger avant le radical. Le suffixe, il vient se loger après le radical. Et donc, sur le radical quiète, qui n'existe pas hein, en français, qui n'a pas de sens, mais avec mais qui a une racine probablement latine, mais ça, vous n'êtes pas obligé de la donner, l'étymologie dans cette question, c'est pas ce qu'on vous demande. En effet, avec le suffixe ud, on arrive à un nom, la quiétude, qui, oui, je suis d'accord avec vous, Nelly, Magali, c'est un synonyme de calme, de tranquillité, sérénité, etc. Et puis après, on va avoir un préfixe 1, in, qui vient se loger devant ce nom de quiétude et qui vient en inverser le sens, parce que le préfixe 1, il a souvent ce sens-là d'inversion sémantique, comme si je vous dis, il y a une possibilité, mais il y a aussi une impossibilité, on retrouve ce préfixe 1 qui va simplement prendre un M à la place du N parce qu'il y a un P derrière. Bref, voilà ce que c'est la lexico, et voilà ce que c'est en tout cas qu'une question de morphologie. Après, les deux questions suivantes, hein, on va les regarder quand même. Expliquer en contexte le sens de l'adjectif vulnérable. Là, on n'est plus dans ce qu'on appelle la morphologie, on est dans ce qu'on appelle la sémantique. La sémantique, c'est quoi? C'est plus l'étude de la formation du mot, comment il s'est construit, comment il s'est formé, quelle est son histoire. C'est l'étude de son sens. Qu'est-ce que ça veut dire, vulnérable? Des petits piétons étrangement vulnérables et furtifs et mous. Vulnérable, qu'est-ce que ça veut dire? Donnez-moi peut-être un synonyme de vulnérable. Merci Virginie, c'est trop sympa ce que tu dis. Qu'est-ce que ça veut dire, vulnérable? Et là, vous voyez dans la consigne, expliquer en contexte, ça veut dire que quand vous voyez ça en contexte, il faut tout de suite scroller, hein, vous ne scrollerez pas, vous feuilletterez votre sujet et vous essaierez de retrouver le terme dans son contexte, parce qu'on vous dit bien qu'il faut l'expliquer dans son contexte.
Donc oui, fragile, en effet, hein, c'est ce que vous me donnez tous là dans le chat comme synonyme de vulnérable. Delphine, Laura, Séverine, Elisa, je suis d'accord avec vous. Mais vérifiez quand même qu'en contexte, c'est bien ça qui va permettre d'expliquer le sens de cet adjectif. Et puis, troisième question, comment le lexique employé dans le texte construit-il peu à peu l'image des enfers? Alors là, on est plutôt sur une question qui peut-être vous rappelle les questions de stylistique qui figuraient très fréquemment dans les sujets du CRPE ancienne mouture. C'est-à-dire la stylistique, qu'est-ce que c'est que la stylistique? Oups! Est-ce que vous... Ouais, vous êtes toujours là. La stylistique, c'est l'étude du style. Et le style, c'est quoi? Une grande question. Mais le style, c'est essentiellement, je dirais, c'est comment c'est dit, comment c'est écrit. Pour reprendre une définition justement de Daniel Hamon, je vous ai parlé de lui tout à l'heure, mon vieux maître et ami, qui était prof de français quand j'étais au lycée. Et vous savez, les profs, c'est pour ça que c'est un métier magnifique. Il y a quelques trucs qui vous restent pour toujours et à jamais. Et moi, dans ce que m'a enseigné Daniel Hamon, il y a quelques trucs qui me restent pour toujours et à jamais, et notamment une définition de la littérature. La littérature, c'est quoi? C'est pas ce qu'on raconte, c'est comment on le raconte, c'est comment c'est dit. Parce que la même idée ou la même histoire, prenons une histoire banale entre toutes, un homme tombe amoureux d'une femme. Ça marche dans l'autre sens. Une femme tombe amoureuse. Cette histoire-là, love at first sight, d'accord, le coup de foudre, bah en fait, c'est une histoire universelle. Elle n'est pas très intéressante en elle-même, mais quand Baudelaire écrit La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble avec sa jambe de statue, etc., etc. Là, on est dans le style, on est dans la littérature, on est dans la poésie, parce que cette histoire universelle d'un homme qui voit une fille dans la rue et qui en tombe raide dingue amoureux, elle devient unique au monde. Pourquoi? Parce que comment c'est dit? Quelle image, quelle métaphore, quelles associations d'idées, quelle musique dans ce poème, etc. Et ça, c'est la littérature. Et ça, c'est le style. Et ça, c'est le style. Et donc, il y a, dans les sujets de CRPE, classiquement, il y a des questions de stylistique où on vous demande d'analyser comment c'est dit. Ou plutôt, parce que la littérature n'est plus autant que dans l'Antiquité une affaire de comment c'est dit, c'est plus autant qu'avant une affaire d'oralité, c'est beaucoup une affaire de comment c'est écrit et comment c'est lu, et donc comment c'est écrit. Et la stylistique, c'est ça, c'est de commenter les choix d'écriture d'un auteur qui vise à produire un certain effet. Et autrefois, au CRPE, on vous posait des questions stylistiques qui étaient un peu tous azimuts. Aujourd'hui, d'après ce que je comprends des sujets zéro de français du CRPE, on vous pose des questions stylistiques qui sont vraiment orientées lexicologie. Donc oui, en effet, Delphine, analyse de champ lexical. Analyse de champ lexical, oui, Christelle, analyse relevée et analyse de champ lexical. Bon, ça c'était la partie 2. La partie 3, on la regarde ensemble. Ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? On n'a pas encore abordé la partie 3. J'aurai une présentation après, mais voilà, c'est la première fois que je fais ce live et là je le sens comme ça. Je ne déroule pas ma présentation, je déroule le sujet zéro, car après tout, c'est un live sur les sujets zéro. Donc c'est ça qu'on va regarder ensemble. Merci Mélina, en effet, j'ai récité le premier quatrain d'un poème de Baudelaire qui s'intitule « À une passante ».
tout va bien. Tout va bien pour Théa, tout va bien pour Kitri, pour Mo. Bon, super, super, merci. Alors, si tout va bien, moi, je vous propose un truc, c'est qu'on continue. C'est qu'on continue comme ça. On est ensemble encore pour quelques dizaines de minutes. J'ai encore des choses à vous raconter, j'ai des conseils à vous donner. Et je vous remercie d'être avec moi ce soir. C'est un plaisir. C'est un plaisir de parler avec vous de l'épreuve de français du CRPE. C'est mon kiff, moi. Voilà, c'est mon kiff. C'est trop bien, c'est trop bien. Et je suis ravi que le concours se réforme et qu'on ait un peu de changement qui va nous forcer aussi, hein, chez Objectif CRPE. Ça y est, on bosse comme des fous pour transformer notre préparation à l'épreuve et pour l'ajuster aux besoins de cette nouvelle épreuve. Donc, regardons ensemble cette troisième et dernière partie, réflexion et développement. Qu'est-ce que vous avez? Une question. Oh, that's the hell of a question. Le gigantisme technologique est-il associé à la défaite de l'humain? Le gigantisme technologique est-il associé à la défaite de l'humain? Vous présenterez votre réponse de façon structurée et argumentée en vous appuyant sur le texte d'Elsa Triolet ainsi que sur l'ensemble de vos connaissances personnelles et de vos lectures. Bon, donc, classique, on a deux éléments dans cette consigne. Un élément qui est une question qui pose un problème théorique, qui nous demande si le gigantisme technologique est associé à la défaite de l'humain. Donc c'est un problème assez complexe, hein, parce qu'on a deux pôles dans cette question, le pôle gigantisme technologique et le pôle défaite de l'humain. Chacun de ces deux pôles est composite, chacun de ces deux pôles est constitué de deux notions qui s'articulent. Gigantisme technologique, c'est-à-dire la technologie géante, hein, si je paraphrase, et la défaite de l'humain. Donc, on a une assez grande complexité et on a une question qui nous est posée qui demande si les deux pôles de cette question sont associés. Et là, cette notion d'association, elle est, assez lâche, assez floue, assez vague. Hein. On peut être associé de plein de façons. On peut être associé, comme moi je le suis avec Emery, mon camarade de crime et de pédagogie depuis toujours, et je sais exactement ce que ça veut dire, mais je me sens aussi associé de plein de façons à plein de choses dans la vie, d'accord? Et donc ce terme d'association, il est très vague, et tout l'enjeu, ça va être peut-être de lui donner un contenu. En tout cas, on vous pose cette question. Une question qui est binaire d'une certaine façon, puisqu'elle vise à vous demander si deux pôles, si deux notions, si deux concepts sont reliés l'un à l'autre, hein, si j'essaie de paraphraser cette notion très vague d'association. Et puis une deuxième phrase qui vous dit « Vous présenterez votre réponse de façon structurée ». Bon, c'est pas une surprise. Mais en effet, on va vous demander de structurer votre réponse, c'est-à-dire d'avoir un début, un milieu, une fin, d'avoir probablement une introduction, un développement, une conclusion, d'avoir probablement un développement qui ne soit pas d'un seul tenant, écrit au fil de la plume, et vas-y que je te raconte ma vie ou mes idées sur le gigantisme technologique et sur la défaite de l'humain et sur peut-être les liens entre les deux. Non, il va falloir une architecture. Il va falloir composer. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà présent dans la mouture précédente de l'épreuve. Il va falloir réfléchir avant d'écrire pour savoir par où on commence, par où on enchaîne et par où on finit. Et on pourra évidemment vous y aider. Argumenter, c'est important. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas juste du bavardage. C'est une argumentation sur un sujet qui est juste au-dessus. Et donc, il va s'agir d'essayer de faire progresser le traitement d'un problème intellectuel qui est posé par la consigne et que vous allez devoir déblayer partie après partie en alignant des arguments, c'est-à-dire des raisons de croire en des thèses que vous allez essayer d'exposer et de défendre successivement. Mais tout ça, là, je parle d'idées, d'arguments, de thèses, etc. Mais tout ça, ce serait un peu flottant, ce serait un peu vague si ce n'était pas appuyé, comme dit la consigne, sur
deux choses. Un, le texte d'Elsa Triolet. Donc en fait, la compréhension de ce texte vous sera absolument indispensable pour réussir la troisième partie de l'épreuve. Honnêtement, pour réussir la première et la deuxième partie de l'épreuve, bon, la deuxième partie, on l'a vu, il y a une grande dose de sémantique, donc il faut comprendre quelques mots piochés dans le texte, mais à la limite, vous pourriez réussir les parties 1 et 2 sans avoir compris le texte, mais pour réussir la partie 3, il faudra montrer que vous avez compris ce que raconte ce texte, ce que veut dire ce texte, ce que veut dire l'auteur, parce qu'un texte, c'est toujours un chemin qui amène à un but, et donc il y a un sens, il y a une direction, il y a quelque chose qu'essaye de raconter ou de dire l'auteur. Mais, et ça c'est la grande nouveauté de cette épreuve de français pour le CRPE 2022, pas seulement le texte, pas seulement le texte qui est désormais un texte unique, mais aussi l'ensemble de vos connaissances personnelles et de vos lectures. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que, outre le corpus, on vous invite explicitement à mobiliser votre culture littéraire personnelle. Littéraire, je dis littéraire parce qu'il y a marqué quand même l'ensemble de vos lectures, mais il y a marqué aussi l'ensemble de vos connaissances personnelles. Ça veut dire que vous avez parfaitement le droit de mobiliser une connaissance qui ne soit pas strictement littéraire. Si par exemple, vous avez envie de parler, c'est quoi, le gigantisme technologique est-il associé à la défaite de l'humain? À quoi on peut penser? Je ne sais pas, j'ai pas réfléchi, mais là comme ça, je me dis, oui, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, les temps modernes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, mais qui est un chef-d'œuvre absolu que moi j'ai montré à mes enfants il y a quelques mois. Ils n'avaient pas encore 7 ans et je peux vous dire qu'ils ont tout compris et qu'ils en ont pris plein les mirettes. Eh bien, est-ce que les temps modernes de Charlie Chaplin avec ses scènes où vous voyez ce pauvre Charlot, ouvrier spécialisé, broyé par la machine, est-ce qu'une machine énorme avec des rouages qui sont 3 fois plus gros que lui et il se retrouve pris là-dedans et il va être littéralement broyé par la machine et par la technologie, par une technologie gigantesque, hein? Est-ce que ça, c'est une bonne référence pour contribuer au traitement du sujet? Oui, 1000 fois oui, et donc c'est comme ça que j'interprète ce sujet zéro. Ce n'est pas exclusivement vos connaissances littéraires liées au texte de littérature que vous connaissez, mais ce sont plus généralement vos connaissances culturelles qui vont pouvoir vous aider à réfléchir et pouvoir vous aider à argumenter, car c'est de ça qu'il s'agit finalement. Voilà, on regarde peut-être 2 secondes, après on fera une synthèse de tout ça et je vous donnerai des conseils de préparation. Mais simplement, je voudrais juste regarder 2 secondes le sujet numéro 1. Moi, c'est mon préféré, il est génial ce sujet numéro 1, quelle chance. Vous avez lu le... Vraiment, je vous invite à lire tout ça, peut se télécharger très facilement, on les a mis en tout cas sur le site d'Objectif CRPE et puis ça doit se trouver partout. Mais lisez ce texte de Giono, c'est extraordinaire. Et ce sujet, il est magnifique. Je voudrais juste le passer en vue très rapidement. Étude de la langue, nature et fonction de mots ou de groupes de mots. OK. Justifier l'orthographe. D'accord. Donc, c'est quoi alors, ça, c'est une question, en fait, protéiforme. Il y a plein de questions dans la question. Il y a une question d'accord. C'était, c'est quoi? C'est une structure présentative, mais en fait, on va l'accorder avec un sujet post-posé, ce qui n'est pas très habituel dans la langue française, mais le sujet vient après le verbe et on accorde le présentatif, ok? Donc, une question d'accord sujet-verbe. Ici aussi, il s'était haussé de l'herbe. Hausser, c'est un participe passé. Donc il va falloir, c'est une question archi-classique, d'accord du participe passé, mais quand même participe passé d'un verbe pronominal.
donc pas le cas le plus simple. On la voyait bouger là-dedans, encore une forme verbale, cette fois-ci à l'infinitif, il va falloir expliquer pourquoi c'est un infinitif, et moi qui ai encore une forme verbale. Donc en fait, ça c'est une question sur le verbe et sur la conjugaison et les accords verbaux. Ensuite, on a quoi? On a à nouveau une question sur la phrase complexe, hein, les propositions dans la phrase suivante. Elle était cramponnée dans cette large plaie du ventre et on la voyait bouger là-dedans comme une bête qui se vautre dans la boue. Question d'analyse d'une phrase complexe, pas très difficile en l'occurrence, j'espère que ça vous rassure, on a vu plus difficile au CRPE en termes d'analyse de phrases complexes. Là, qu'est-ce que j'ai? Elle était cramponnée. Alors quand on vous demande d'analyser une phrase complexe, il faut foncer vers les verbes. Qu'est-ce que j'ai comme forme verbale conjuguée? J'en ai une là, elle était cramponnée. J'en ai une là, on la voyait bouger avec un complément infinitif. Et j'en ai une là, forme verbale conjuguée, se vôtre. Donc j'ai forcément 3 propositions. Et qu'est-ce que j'ai comme articulation? Ici, une coordination, donc j'ai 2 propositions indépendantes, hein. Elle était cramponnée dans cette large plaie du ventre, d'un côté. On la voyait bouger là-dedans comme une bête qui se vautre dans la boue, deuxièmement. 2 propositions indépendantes coordonnées par la conjonction de coordination et, et donc coordinate. Et puis, ici, sans problème, pas de difficulté pour les candidats bien préparés, j'ai une proposition relative, une proposition subordonnée relative qui est ce qu'on appelle une expansion du nom bête, c'est-à-dire une bête, si je veux préciser un peu à quoi ressemble cette bête, j'ai plein de solutions, je peux mettre un adjectif comme une bête malsaine et dégueulasse, bon, voilà, deux adjectifs, mais je peux dire aussi une bête qui se vautre dans la boue, et là c'est une proposition subordonnée relative. Alors la nature, je viens de la donner, la fonction, en fait seule la relative aura une fonction, puisque les propositions principales et indépendantes n'en auront pas, mais la relative, oui, elle a une fonction, elle est épithète du nom bête, elle qualifie ce nom bête, elle le précise, etc. Bon. Pardon, je me suis égaré, mais ça, vous aimez bien ça, la grammaire? J'ai perdu du monde sur cette explication, je suis désolé. Alors, il y a des questions. Il y a des questions. Super. Je vais prendre des questions. Je vais répondre à vos questions, et notamment sur la liste de lecture et sur quelle lecture faut-il faire. Je vous réponds dans un instant. Je finis juste de passer en vue ce sujet Giono, temps et mode et commenter l'emploi, sujet classique, question classique sur les formes verbales et les valeurs des temps et des modes. Ici, alors, ça c'est un peu nouveau. Voilà, une phrase, là on est presque sur une question stylistique. Identifier la caractéristique grammaticale de la phrase suivante et commenter son emploi en contexte. Qui peut, dans le chat s'il vous plaît, donnez-moi la caractéristique de cette phrase, la plainte encore. Qu'est-ce qui doit vous sauter aux yeux? Qu'est-ce qui est un peu atypique, anormal, original, spectaculaire? Qu'est-ce qui est ici de la littérature? C'est, voilà, comment c'est dit? La plainte encore. Point. Et là, ouais, c'est Giono, quoi. C'est pas un manuel d'utilisation de ma Golf de chez Volkswagen. Oui, merci Elodie, merci Thomas, merci Laura. C'est une phrase sans verbe conjugué. C'est une phrase qu'on va appeler averbale. Et c'est en effet ça qu'il faut voir, mais encore faut-il aussi le commenter. Quel est l'effet produit par cette phrase sans verbe? Ça, c'est de la stylistique. Commenter enfin l'usage dans le texte du tiret et des guillemets. On est sur une question relative au discours rapporté, ce qui est là aussi un sujet classique au CRPE. Lexique, le sens du mot dolente, question de sémantique. Plusieurs occurrences du nom bête, identifier les nuances de sens et d'emploi. À nouveau une question de sémantique. Et comment le lexique employé dans le texte exprime-t-il la pitié évoquée par le narrateur? Question de stylistique lexicale, comme dans le sujet précédent. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas dans ce sujet numéro 1, appelons-le numéro 1, il n'y a pas de question de morphologie. Réflexion et développement. Après avoir expliqué ce que Jean Giono désigne par l'image de la grande barrière, vous vous interrogerez sur la pertinence actuelle de cette expression pour caractériser la relation entre l'homme et l'animal.
Votre réflexion, structurée et argumentée, s'appuiera sur le texte de Jean Giono ainsi que sur l'ensemble de vos connaissances et de vos lectures. Donc, la deuxième phrase confirme ce qu'on savait déjà, à savoir que on vous demandera de répondre à une question en tenant compte de deux choses. Un, le texte qui est dans le sujet. Deux, le reste de vos connaissances personnelles, connaissances littéraires, connaissances culturelles, artistiques, cinématographiques, tout ce que vous voulez. Mais la question ici, elle est intéressante, elle est un peu plus précise que la question d'avant. Hein. J'avais parlé de la lâcheté, du flou, du vague, de ce terme d'association qui était le terme central de la consigne précédente ici. La question, elle est un peu plus clairement posée, c'est est-ce qu'il y a une grande barrière entre l'homme et l'animal? Est-ce que c'est une bonne métaphore, la métaphore de Giono? Est-ce qu'elle caractérise correctement la relation entre l'homme et l'animal? Et pour répondre à cette question, il faut évidemment commencer par comprendre ce que veut dire cette métaphore et être capable de l'expliquer, même si ce que donne ici la consigne, ce n'est pas une indication du plan qu'il faut suivre après avoir expliqué ce que Jean Giono désigne par l'image de la grande barrière. Vous vous interrogerez sur la pertinence actuelle de cette expression. Ça ne veut pas dire partie 1, j'explique la métaphore, partie 2, je m'interroge sur sa pertinence. Non, la métaphore, il faudra l'expliquer, mais on verra tout ça en cours. Là, je ne veux pas aller trop loin dès ce soir, mais la métaphore, on lui règle son compte dès l'introduction pour en expliquer le sens. Après, tout le développement sera consacré à discuter de sa pertinence. Donc elle est probablement pertinente dans une certaine mesure, mais moins pertinente dans une certaine mesure aussi, et ce sera ça, la discussion. Bon, j'ai fini de balayer les deux sujets zéro qui nous ont été pondus par les concepteurs de cette nouvelle épreuve de français, et vous voyez que, franchement, c'est magnifique, on peut se réjouir, en tout cas moi je me réjouis, c'est une épreuve qui est passionnante, qui fait appel à plein de compétences passionnantes, à la fois linguistiques et au-delà de ça, des compétences de réflexion, d'analyse, d'argumentation, de culture générale, etc. Donc c'est super. Je vais répondre à vos questions et puis ensuite je vous montrerai une synthèse de ce qu'on a vu ensemble ce soir et je vous dirai pour finir quelques conseils pour vous préparer à cette épreuve. Mais d'abord, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois dans le chat, qui dit « Qu'est-ce qu'il faut lire? Quels sont vos conseils de lecture ?» Qu'est-ce que je vais voir? Voilà, vous êtes nombreux à avoir dit, mais est-ce qu'il y a une bibliographie? Est-ce qu'il y a des conseils de lecture? Et là-dessus, j'ai des idées. D'abord, la première chose que je peux dire, c'est que ça ne va pas être une affaire de quantité. C'est-à-dire que je ne pense pas que votre réussite au CRPE se joue sur la quantité de lecture que vous allez faire dans l'année qui vous sépare du concours. Bon, ça va plutôt être probablement une affaire de qualité. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple et une anecdote personnelle. Moi, j'ai passé plusieurs concours dans ma vie, jamais le CRPE. Ça, je dois dire que je ne suis pas là-dessus, je ne suis pas passé par là, mais j'ai passé et réussi deux concours, le concours d'HEC et le concours de l'agrégation de lettres modernes. Et à chaque fois, il y avait des épreuves qui se rapprochaient de cette troisième partie de l'épreuve de français, c'est-à-dire des épreuves qui vous posaient une question et vous demandaient de faire appel à vos connaissances pour y répondre. Et à l'époque où j'ai passé ces concours, j'avais pas lu un dixième de ce que j'ai lu aujourd'hui. J'avais jamais lu, par exemple, j'avais jamais lu Flaubert, j'avais jamais lu Stendhal, j'avais jamais lu Proust, j'avais jamais lu, je connaissais rien à la littérature contemporaine. Bon, mais j'avais lu deux, trois trucs qui m'avaient sidéré, passionné, et qui m'avaient fait vraiment entrer dans une forme de ferveur littéraire. J'avais lu, en l'occurrence, un livre
qui m'avait fait entrer dans quelques autres livres. Le premier livre, c'est La correspondance de Jacques Rivière et d'Alain Fournier. Donc c'est deux étudiants, des cagneux, inscrits à la Canale, qui, lorsque viennent les vacances, se trouvent géographiquement séparés et donc s'écrivent pour se raconter quoi? Bah, plein de choses, mais notamment, oh, j'ai découvert Gide, j'ai découvert Claudel, j'ai découvert... Voilà, on est dans les années 1910, et donc ils se parlent de leur lecture. Et moi, je suis entré dans la littérature par ce livre-là. C'est une sorte de recueil de lettres entre deux étudiants un peu polars et cagneux, machin. Hein. Et du coup, ça m'a donné envie de lire du Gide et du Claudel. Et bah, c'était les deux auteurs que je connaissais à l'époque, Gide et Claudel. Et j'avais lu quelques livres de Gide et quelques livres de Claudel. J'en ai pas relu depuis 20 ans, 15 ans. Je vous avoue que ça me paraît très loin de moi et ça me paraît dingue de me dire que je me suis passionné pour Gide et pour Claudel à cette époque, mais c'était le cas. Et je ne les renierai pas. Et je peux vous dire que dans toutes mes dissertations, je m'appuyais sur ce que je connaissais, c'est-à-dire Gide et Claudel. Et dans toutes mes dissertations, il y avait du Gide et il y avait du Claudel, parce que c'était tout ce que je connaissais. Et ça marchait très bien, parce que je les connaissais vraiment et que j'en parlais avec précision, et que je savais de quoi je parlais quand je parlais de Gide et de Claudel. Donc, quelles sont les lectures que je vous recommande? N'importe quoi de littéraire. Je peux vous donner une liste, on va vous donner une liste en réalité, si vous avez besoin d'idées, mais en réalité, laissez-vous porter aussi par vos goûts, par vos inclinations. Ce qui est important, c'est pas d'avoir tout lu, c'est d'avoir lu quelques trucs, mais de les avoir suffisamment bien lus pour être capable de les mobiliser dans une réflexion comme celle-là. Et en fait, sur quasiment n'importe quel sujet, si on a bien lu J.D. Claudel, on peut parler de J.D. Claudel. Et je dis J.D. Claudel, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être Molière par exemple. Molière. Moi, Molière, c'est un auteur que j'ai découvert grâce au concours d'enseignement. C'est un auteur que j'ai redécouvert, parce que tout le monde lit du Molière dans sa scolarité, mais moi, pouf, Molière est tombé au programme de l'agrég de lettres. À ce moment-là, j'ai bouffé du Molière jusqu'à plus soif, ou j'en ai bu jusqu'à plus soif. Enfin bon, ma métaphore est pas très bonne, mais en tout cas, j'ai eu mais je me suis rendu compte que Molière, mais c'était quelque chose d'énorme, d'extraordinaire, qu'il n'y a pas plus grand génie que Molière. Donc, quel conseil de lecture? Lisez du Molière pour voir. Lisez du Racine, lisez les classiques. Lisez un roman de Balzac si vous n'en avez jamais lu. Lisez Le Rouge et le Noir si vous l'avez jamais lu. Ou lisez n'importe quoi, en fait. Peu importe, ce qui est important, c'est d'avoir quelques lectures qu'on maîtrise et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Donc oui, Camus. Donc oui, les auteurs du bac de français, Nathalie. Donc la liste, on la veut bien, on vous la donnera, elle existe. Voilà. Thomas, le CRPE accepte-t-il toute forme de littérature ou font-ils une hiérarchie comme dans certains concours? Bon, moi je pense que il n'y a pas vraiment de hiérarchie des références, de hiérarchie des auteurs. Ça ne va pas se jouer là-dessus. C'est-à-dire que même si vous voulez sortir dans votre partie 3 réflexion et développement des auteurs assez pointus, assez obscurs, ou bien des auteurs un peu controversés, ou bien des auteurs qui font partie de ce qu'on appelle parfois l'infralittérature ou la littérature de genre. Par exemple, moi je suis un grand amateur de romans noirs et de romans policiers. Donc aujourd'hui, sur la grande barrière entre l'homme et l'animal, j'aurais envie de parler d'un roman de Simenon que j'ai lu qui s'appelle Le Chat, je crois, hein, qui parle d'un chat et de ce qu'un chat vient foutre comme bordel dans un couple. Bon, c'est possible. Si j'ai envie de parler de Welbeck et de ses chiens, c'est possible. Tout est accepté, tout est acceptable tant que c'est intelligent, tant que c'est sensé. Et après, ce qui en revanche risque d'être considéré comme franchement infra, c'est la pop culture. C'est-à-dire que même si moi je pense que la série télé est
le grand roman du XXIe siècle et que les Sopranos, que un certain nombre de séries magistrales comme ça, The Wire, etc., sont extraordinairement riches et artistiques et comparables à la comédie humaine de Balzac ou au grand chef-d'œuvre de l'art romanesque, je ne me risquerai pas à truffer mon épreuve de français du CRPE de référence aux séries télé de HBO, simplement parce que je pense que, en tout cas, s'il n'y a que ça ou si c'est trop prégnant, je risque d'être pénalisé par un correcteur un peu obtus qui n'aura pas compris que The Wire ou Les Sopranos, ça a la même valeur en fait culturelle et artistique que Balzac ou que Dumas. Voilà. Ça va les amis? Vous êtes bien? Est-ce que vous me donnez encore 10 minutes? Si vous me donnez encore 10 minutes, je vous montre une synthèse et quelques conseils de préparation. Donc, c'est difficile de lire avec toutes les révisions, oui, mais en même temps, la lecture, c'est aussi du plaisir. Il faut que ça reste un plaisir. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a une période dans ma vie où j'ai arrêté de lire, et c'est la période la plus malheureuse de ma vie, c'est quand je faisais trop de choses en même temps et j'avais des copies à corriger jusqu'au-dessus de la tête et je ne pouvais plus me permettre de lire parce que j'avais trop de copies en retard à corriger. Ça a été terrible. Et l'année suivante, j'ai demandé une disponibilité de l'éducation nationale pour retrouver de l'air et pouvoir lire. Et notamment, il y a un truc génial quand même, enfin moi je trouve, c'est que vous pouvez lire le soir, avant de vous endormir. C'est un bon moment ça, on peut faire plein d'autres choses, mais on peut aussi de temps en temps, voilà, on lit quelques dizaines de pages, et c'est un moment où chacun trouve son moment, mais en tout cas il faut que ce soit une zone de plaisir, une zone de loisir, et c'est pas là-dessus essentiellement que va se jouer votre réussite au CRPE, je vous rassure là-dessus. Bon, j'ai préparé quelques observations que je voudrais partager avec vous et qui formeront une sorte de synthèse de tout ce qu'on a vu ensemble. D'abord, c'est une épreuve en 3 heures au lieu de 4. La didactique, grande absence des sujets zéro, vous avez vu, il n'y a pas de didactique dans ces sujets qu'on a regardés ensemble, mais attention, il y a toujours la didactique. En fait, elle est juste, elle a migré et elle est désormais présente à l'oral pour l'oral qui est apparu dans cette nouvelle mouture du concours. Et je me réjouis par avance de ce que l'aventure extraordinaire que va être la préparation de la leçon, qui est l'épreuve orale qui fait son apparition au concours, et les élèves d'objectif CRPE, vous allez voir ce que vous allez voir. On est en train de vous préparer une préparation aux petits oignons avec notamment Aurélie, notre prof de Dida de français, chérie, adorée, qui déchire tout. Mais en tout cas, plus de didactique à l'écrit. Donc c'est quand même une autre modalité, une autre perspective, et il faut revoir un peu du coup la façon dont on s'y prépare, même si sur le fond, ce sont les mêmes compétences qui seront mobilisées en didactique. La grammaire est maintenue et son importance est même renforcée, même si on n'a pas encore le barème précis, mais on voit bien que, mais de toute façon, c'est pas une surprise pour ceux qui connaissent Jean-Mimi, Jean-Michmich, Jean-Michel Blanquer, notre ministre. Ça fait des années qu'il pousse dans le sens de lui et les gens qui s'occupent des programmes, des concours, de tout ça, poussent dans le sens de attention, la grammaire, la maîtrise de la langue, l'étude de la langue, c'est super important, ça doit faire l'objet d'un enseignement explicite,
C'est pas, oui, je vais prendre un texte et ça sera un prétexte pour peut-être comprendre des trucs. Non, il faut revenir aux fondamentaux, les pronoms, les adjectifs, qu'est-ce que c'est, est-ce que je suis capable d'étiqueter, de classifier, etc. Bon. On en pense qu'on veut, mais en tout cas c'est là et il va falloir s'y préparer. Et autre observation qu'on a faite ensemble, l'exercice rédactionnel fait désormais appel aux connaissances personnelles et pas seulement à la compréhension du texte qui figure dans le corpus. Ça devient une affaire de culture générale. Mais j'aime pas ce mot de culture générale parce que pour moi, il n'y a de culture générale que justement de culture singulière, de culture personnelle, de culture individuelle. Donc personne n'a une culture générale et c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est votre culture à vous. C'est est-ce que vous avez bien lu une pièce de Molière, est-ce que vous avez bien compris tel roman de Stendhal, etc. Les facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès pour cette épreuve, ça va être la gestion du temps, clairement. J'en ai pas parlé, j'en dis un mot. On pourra préciser les choses si on a un barème un jour, mais et je veux pas, voilà, on verra ce qu'en dit Antoine également, Antoine Desjonquers, notre prof de français bien aimé, qui je partage avec Aurélie et Antoine cette responsabilité lourde de vous enseigner le français, mais en gros, la clé, ça va être d'aller vite sur les parties 1 et 2. Hein. Il faut que ce soit quasiment mécanique. Il faut que ça aille très vite. Si vous maîtrisez, ça ne doit pas vous prendre de temps. Hein, nature et fonction de 5 ou 6 mots, paf, c'est l'affaire de 5 minutes. 5 minutes, quoi, vraiment, parce que c'est mécanique. Je l'ai reconnu, pronom personnel, j'ai reconnu qui, eux, COD. Donc les pronoms personnels, troisième personne du pluriel, COD du verbe reconnu. Paf, c'est réglé, d'accord? C'est moins d'une minute. Donc il faut que ça aille vite. Et tout le sens de la préparation qu'on va essayer de vous donner, des remises à niveau, des exercices d'entraînement, machin, ça va être de vous donner des automatismes, du réflexe pour aller vite, pour prendre des points. Il y a plein de points faciles à prendre là-dessus. Donc il faut les prendre. Et donc c'est, oui, c'est peut-être, allez, 5 minutes pour cette question, 5 minutes pour celle-là, on est à 10. Ici, une analyse de phrase complexe, on l'a faite ensemble, ça prend pas plus de 5 minutes non plus, on arrive à 15. Indiquer le temps, le mode de chacun des verbes suivants et commenter leur emploi. 5, il y a quand même, il y a quand même pas mal de verbes, hein. Cherchait, guida, j'avais porté, approche, m'avoir peint, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un infinitif passé. Ouais, donc allez, donnons-nous 10. Allez, on était à 15, on arrive à 25. Identifier la caractéristique grammaticale, et ça c'est la question sur la phrase averbale, c'est 5 minutes, pas plus. On était à 25, on arrive à 30. L'usage du tiret des guillemets, question sur le discours direct, question de stylistique sur les discours rapportés. Une grosse demi-heure, quoi. Hein? Une grosse demi-heure, si on pouvait se dire, ah ouais, on est au taquet, on a des automatismes, on sait faire, paf, on l'a déjà fait 10 fois, donc c'est du billard, quoi. Paf, pif, paf, poum. C'est une demi-heure, une grosse demi-heure pour la partie 1, peut-être 40 minutes. Pas plus, parce que, attention, hein, il y a du boulot. Ici, indiquer le sens du mot dolente, une question de sémantique, on va mettre 5 minutes. Ici, le texte présente plusieurs occurrences, hein, trois occurrences dont il faut préciser le sens, à nouveau 5-10 minutes, quoi. Hein, allez, on est à 10-15 minutes. Et ici, une question de stylistique, relevé de champ lexical, etc. 5 minutes de plus. C'est un gros quart d'heure, quoi. Donc, en gros, ce qui serait génial, hein, ce serait de se dire, partie 1 et 2. Partie 1 et 2, je les boucle en 45 minutes. Ça me laisse, ça me laisse 2 heures et quart, ça me laisse plus de 2 heures pour la rédaction. C'est génial. Bon, maintenant ça, c'est possible si vous êtes hyper bien rodé et que en grammaire vous êtes au top. Ça me choquerait pas du tout que vous preniez 1 heure
ça ne me choquerait pas, fondamentalement, que vous preniez un peu plus d'une heure, 1h15, pour les deux premiers exercices, les exercices de grammaire. Mais, clairement, il va falloir aller le plus vite possible en grammaire pour pouvoir avoir du temps pour vous exprimer sur la partie 3 qui, elle, demande de la réflexion. C'est quoi le sujet? C'est quoi cette histoire de gigantisme technologique? Est-il associé à la défaite de l'humain? Bon, il va falloir du temps pour composer votre réponse, pour relire le texte d'abord peut-être, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire, Elsa Triolet? C'est quoi cette histoire de grand P en italique? C'est un parking? Il va falloir du temps pour composer votre réponse, structurer un plan, hein, loger vos arguments, vos exemples, mobiliser vos connaissances personnelles et après rédiger tout ça. Donc, le but du jeu, ça va être d'aller le plus vite possible pour la grammaire et réserver du temps pour la partie 3. Donc, 1 heure, 2 heures, 1h15, 1h trois quarts, quelque chose comme ça. 1h30, 1h30, grand max, c'est-à-dire voilà, à chaud, hein, moi je vous dirais. Moins d'1h30 sur l'exercice 3, ce serait un peu dommage. Je reviens à mes conseils méthodologiques. Donc, les facteurs clés de succès, la gestion du temps, le savoir-faire grammatical, clairement. Il y a beaucoup de points qui vont se jouer là-dessus. La qualité de l'expression écrite, évidemment. Hein, une épreuve de français, une des façons simples de vous dire à quoi ça tient, bah, ça tient à votre capacité à écrire en bon français. Et il y a une corrélation très forte entre la qualité d'écriture qui sera la vôtre dans cette épreuve et la note que vous aurez à la fin. Et puis pour finir, la culture générale, même si j'ai dit tout à l'heure ce que j'en pense et à quel point cette culture générale peut être, sans que ce soit un problème, une culture personnelle. Le programme de cette épreuve, c'est le programme de français du cycle 4, mais on a une nouveauté avec cette nouvelle mouture, c'est que le programme d'études de la langue de seconde et première vient se rajouter au programme de français du cycle 4. Donc, cycle 4, 5e, 4e, 3e. Mais on va aller un peu plus loin pour le programme de grammaire et vous demander d'aller regarder le programme d'études de la langue. Donc, qu'est-ce que c'est que ça si on peut y jeter un œil, je vais juste voir, est-ce que j'ai une scène qui me permet, j'ai oublié de demander ça, oh lolo, si, je vais peut-être trouver ça, non, 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 c'est pas grave, je vais appeler Jordan, il va me résoudre mon problème, je voulais vous montrer simplement le programme d'études de la langue de seconde et de première. Hello Jordan, ouais c'est moi. J'ai oublié de te demander, est-ce que tu peux me faire une scène web, s'il te plaît? Je voudrais montrer un programme de grammaire à nos amis, nos valeureux amis qui sont encore là et que je remercie. J'espère que tout va bien. Jordan, c'est notre, voilà, c'est notre héros, c'est notre sauveur, c'est lui qui vient toujours dépanner les profs d'objectifs CRPE si voilà, ça arrive, hein, parfois on n'a pas tout bien prévu, on fait des erreurs. Mais ouais, bulletin officiel, ouais, super. Merci mon vieux. Ouais, t'inquiète. Donc j'aimerais vous montrer cette affaire de programme, mais elle ne doit pas vous inquiéter. Hein, je vous le dis tout de suite. Dans ce programme de seconde et de première, ça me suffit, c'est parfait. Tu peux me mettre en grand à côté et puis hop, je vais scroller, ça sera parfait. Dans ce programme de seconde et première, vous allez voir, il n'y a rien de... Bon, c'est bien, c'est pas grave, c'est bien, il y a du noir, on est bien. Super, merci Jordan, merci mon vieux. Non, c'est parfait, très bien, merci. On le regarde ensemble, ça vous va? 2 secondes, hein, vraiment. Programme d'enseignement en seconde et première, hein, c'est ça, voie générale et technologique. Paf, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est dans les annexes, hein. En fait, c'est la même annexe, hein, d'ailleurs.
Et ce qui nous intéresse, nous, c'est clairement les objets d'étude, hein, ce qui va s'appeler les objets d'étude. Et qu'est-ce que ça raconte? Voilà. Les accords dans le groupe nominal entre le sujet et le verbe. Bon, bah en fait, ça, c'est pas vraiment nouveau. On le savait que c'était déjà au programme du CRPE. Avant même que ça soit au programme du CRPE, il fallait expliquer, être capable d'expliquer l'accord sujet-verbe. Le verbe valeur temporelle, aspectuelle et modale, concordance des temps, même chose. Ça, les anciens élèves d'objectifs CRPE savent que c'était déjà quelque chose sur quoi on travaillait en grammaire parce qu'en fait, c'était déjà quelque chose qui tombait au concours régulièrement. Les relations au sein de la phrase complexe, idem. C'est-à-dire les relations entre les propositions principales, subordonnées, les subordonnées conjonctifs, complétives, les subordonnées relatives, etc. Vous verrez tout ça, mais pareil, en fait, c'était déjà au programme de fait, parce que quand on est comme nous obsédé par le concours et par les annales, on regarde ce qui tombe au concours et on constate qu'il y a très souvent des sujets qui mobilisent une compréhension de la phrase complexe. Donc la syntaxe des subordonnées relatives, oui, en fait, c'était déjà au programme de fait grâce aux annales. Les subordonnées conjonctives utilisées en fonction de compléments circonstanciels, même chose. L'interrogation, ça c'est assez nouveau. Et d'ailleurs, hein, je crois que, si je ne me trompe pas, il y a une question sur l'interrogation dans un des deux sujets 0. Non, je croyais avoir vu une question sur l'interrogation dans un des sujets 0. Oui, quelles sont les marques du type interrogatif dans le texte? Comment comprenez-vous l'emploi des phrases interrogatives? Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. C'est un type de question assez rare au CRPE jusqu'à présent, mais on le voit, hein, c'est parce que c'est au programme de la classe de première, et donc c'est au programme maintenant du CRPE en grammaire. L'expression de la négation, même chose, il va falloir travailler sur l'interrogation et la négation, c'est nouveau. Et le lexique, on en a parlé, son importance est grande désormais. Donc ça, c'est une petite nouveauté qui concerne le programme de cette nouvelle épreuve qui est étendue pour la partie grammaire. Ça va tout le monde? Je regarde s'il y a des questions auxquelles je devrais répondre, mais j'ai pas l'impression. Si c'est le cas, hein, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je serai là pour y répondre. Je continue. On a vu qu'en partie 1, on avait une partie d'études de la langue où on retrouvait les grands classiques du CRPE, nature et fonction d'un mot ou d'une proposition, hein, c'est-à-dire l'analyse de la phrase complexe. Les temps verbaux, savoir expliquer ces temps, justifier une terminaison verbale, expliquer une conjugaison, et expliquer ce qu'on appelle la valeur d'un temps, l'emploi d'un temps. C'est-à-dire pourquoi est-ce que ici l'auteur a choisi un présent plutôt qu'un imparfait, plutôt qu'un passé simple. Qu'est-ce qui justifie l'emploi de ce temps? Les discours rapportés, discours directs, deux points, ouvrez les guillemets, bien tiret, etc. Les expansions du nom qui peuvent être de différentes sortes. Il y a des adjectifs, il y a des propositions subordonnées relatives, etc. Bon, voilà ce qu'on voit dans les sujets 0. Et une question sur le type interrogatif, because, slide précédente, le programme qui s'est étendu à la classe de seconde et première pour ce qui concerne l'étude de la langue. Les facteurs de succès sur cette épreuve, ce sera la maîtrise des connaissances grammaticales, mais aussi des savoir-faire méthodologiques. Je vais juste donner un exemple. Vous voulez bien? Un exemple qui va vous faire gagner beaucoup de points ou qui pourrait vous en faire perdre beaucoup si vous tombez dans ce piège. Il y a une des questions du sujet. Je vais essayer de la retrouver. On va voir ça ensemble. Il y a une question, une question qui porte sur les pronoms personnels, je crois. Ouais, relevez les pronoms personnels employés dans les extraits suivants, indiquer leur fonction grammaticale, commenter leur emploi, etc. Bon, alors, en l'occurrence, on vous donne un petit extrait, mais je me souviendrai toujours de l'erreur fatale de mon ami Manu. Manu Lodz, pardon, j'en parle toujours, mais c'est mon chouchou, c'est un élève que j'ai suivi de près et qui, sur une épreuve blanche de français, il y avait exactement cette même question, sauf que le texte,
il faisait ça. Et il faisait ça, pourquoi? Parce que, en fait, l'année précédente, au concours, il y avait eu une question sur les pronoms personnels qui portait sur un texte avec 27 occurrences de pronoms personnels. Sauf que, il y avait 27 occurrences de pronoms personnels, mais il y avait 45 occurrences de pronoms tout court. Et mon ami Manu, il a foncé tête baissée vers l'analyse des pronoms. Et il a relevé les pronoms personnels, mais aussi les pronoms interrogatifs, les pronoms relatifs, les pronoms que sais-je encore. Et donc, il a perdu un temps fou, et donc beaucoup de points, pour avoir tout simplement mal lu la consigne, et mal géré cette question toute simple, qui est une question de relevé classement de pronoms personnels. Donc, il y a une notion de savoir-faire, et il y a une notion d'analyse des consignes, qui sont, l'une et l'autre, très importantes, si vous voulez réussir à prendre tous les points, qui sont des points faciles qu'il faut prendre, et j'ai déjà parlé de la rapidité d'exécution qu'il faut savoir mettre en œuvre pour prendre ces points rapidement, pour réserver du temps à l'épreuve qui en suppose, qui est l'épreuve numéro 3. Partie 2, lexique, de la sémantique et de la morphologie. Plus de sémantique que de morphologie dans cette nouvelle mouture de l'épreuve, alors que c'était plutôt l'inverse autrefois. Il y avait au CRPE plus de morphologie que de sémantique. Une question stylistique recentrée sur l'analyse du champ lexical, le relevé du champ lexical et son commentaire. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les épreuves. Les facteurs de succès, ça va donc être de savoir expliquer le sens d'un mot, en général ou en contexte, de savoir analyser la formation d'un mot, sa morphologie, en particulier lorsqu'il est issu, comme on l'a vu pour le mot inquiétude, d'une dérivation lexicale, c'est-à-dire l'adjonction de ce que quelqu'un dans le chat a appelé savamment, mais justement des affixes à un radical, parce que c'est ce qui tombe le plus souvent d'expérience, dans 99 cas sur 100, plutôt dans 90 cas sur 100, les questions de morphologie portent sur un mot issu d'une dérivation et pas d'une composition, d'un emprunt ou que sais-je encore. Savoir relever, analyser un champ lexical, voilà les facteurs clés de succès sur cette épreuve numéro 2. La partie 3, qu'est-ce que c'est? Un texte littéraire plus une consigne qui vous dit de quoi on veut que vous parliez, cadrage thématique, mais aussi quel est le problème qu'on veut que vous vous attachiez à résoudre, cadrage problématique, plus ou moins précis, comme on l'a vu avec l'analyse des deux sujets, où le sujet Triolet, on a une problématique qui est beaucoup plus vague que le sujet Giono. On attend de vous une réponse structurée, on l'a dit, introduction, développement structuré en 2 ou 3 parties, conclusion. Argumentée et cohérente avec la consigne, c'est pas du bavardage, c'est la résolution d'un problème intellectuel bien précis qu'on vous a proposé dans une consigne. Et illustré par des références qui peuvent être, qui doivent, en fait, il faut pas entendre, ça peut être, il faut entendre, ça doit être, d'une part, des références au texte du sujet, d'autre part, des références personnelles tirées de vos lectures et de votre culture personnelle. Donc les facteurs clés de succès là-dessus, ça va être la méthodo, évidemment. On va faire beaucoup de méthodo pour apprendre à faire, apprendre à bien faire, apprendre à bien structurer, à bien composer, à bien expliquer. La gestion du temps, parce qu'on pourrait passer 10 heures à disserter sur la question de savoir s'il existe une grande barrière entre l'homme et l'animal, mais vous n'avez pas 10 heures, vous avez, selon ce que vous avez fait en grammaire, 1h30, 1h15. La qualité rédactionnelle, et là je ne parle pas de faire de littérature, l'important ça ne va pas être comment c'est dit au sens Giono, phrase verbale, etc. Non, là l'important ça va être simplicité, sobriété et correction du style. La compréhension du texte, là si vous faites un contresens majeur ça se verra tout de suite. Et vous devrez vous appuyer beaucoup sur ce texte, donc il faudra l'avoir compris, et votre culture générale qui sera principalement, comme je vous l'ai dit, une culture personnelle. Alors, il me reste à vous dire quelques mots de la façon dont je vous encourage à vous préparer à cette épreuve, mais aussi à répondre à vos questions si vous en avez, donc n'hésitez pas si vous avez des questions.
Je regarde, voilà, il y a des questions sur le temps de travail. Il est très variable, hein, Sylvie, le temps de préparation. On a des élèves qui travaillent, on a des élèves qui travaillent 15 heures par semaine. C'est un peu la moyenne du temps que nos élèves consacrent au travail, mais ça va en fait de quelques heures par semaine pour ceux qui ont le moins de temps disponible, à pour certains un plein temps. Et le but de notre préparation, c'est qu'elle soit ajustable et que vous puissiez vous adapter en fonction du temps dont vous disposez et, et suivre ce que vous pouvez dans la préparation pour être le mieux préparé possible le jour J. Est-ce qu'il faut écrire en cursive ou pas? Demande quelqu'un dans le chat, est-ce qu'il faut avoir une écriture liée ou en script? C'est difficile de répondre à cette question. J'ai tendance à dire que oui, si possible, hein, l'écriture canonique, l'écriture normale. J'aime pas beaucoup ce mot, je vais quand même l'écrire, hein, mais je l'aime pas beaucoup, le mot norme. La norme, c'est cette écriture-là, une écriture liée, une écriture cursive. J'écris pas très bien, moi. Voilà. Mais si vous écrivez en script, c'est toute chose égale par ailleurs un peu moins bien. Ça correspond moins à la norme, mais c'est pas là-dessus que va se jouer la réussite au concours. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes de futurs professeurs des écoles, donc si vous ne savez pas écrire de façon liée, c'est un problème parce qu'en fait, quand vous serez professeur des écoles, vous allez écrire au tableau. Hein, ce que je vous souhaite d'écrire, c'est la rentrée. Vous allez faire une belle majuscule anglaise pour dire nous sommes le lundi. Le lundi 3 septembre, etc. Donc c'est important. La calligraphie, hein, pour un prof des écoles, c'est super important de savoir. Donc oui, ça compte. Et toute chose égale par ailleurs, l'écriture cursive, c'est préférable. Il y a des questions. Est-ce que c'est un commentaire, une analyse? Demande Nathalie. Thèse, antithèse, synthèse. Ça nous emmènerait un peu loin. On aurait largement l'occasion d'en reparler en cours. Mais quand même, j'ai pas envie de me dérober à ta question. Donc, par exemple, Nathalie, oui, si la question c'est est-ce que l'image de la grande barrière est une métaphore correcte pour désigner les relations entre l'homme et l'animal, un développement que je vais qualifier de dialectique, c'est-à-dire qu'il fera dialoguer une thèse et une antithèse pour aboutir peut-être à une synthèse qui n'est pas du tout indispensable, c'est une bonne façon possible de répondre à cette question. Bon, quelques conseils de préparation. Remise à niveau grammaticale, c'est par là qu'on va commencer la préparation, évidemment, parce que y a ces points à prendre, ils sont là, il faut les prendre vite, il faut les prendre bien. Donc, la remise à niveau grammaticale est un élément essentiel de la préparation. Ensuite, méthodologie, à la fois sur la grammaire et sur l'épreuve de rédaction, mais plus particulièrement sur la méthode de rédaction de la partie 3, qui est, je dirais, plus compliquée en termes méthodologiques. De l'entraînement, parce que tous les cours d'Antoine et tous les cours qu'on pourra vous donner ne sont rien si vous ne vous les appropriez pas par un entraînement régulier, d'où la place importante qu'on va donner à l'entraînement, à la mise en situation, au concours blanc dans la préparation. Et vous aurez 3 concours blancs pour chacune des 3 épreuves qui composent ce nouveau concours, mais aussi des exercices supplémentaires et des entraînements supplémentaires pour pouvoir vraiment très régulièrement vous mettre face à votre table de travail avec un sujet, avec 3 heures pour bosser, et il faut y aller. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on progresse, qu'on trébuche, qu'on se relève, qu'on fait des erreurs, qu'on progresse, et ça sera au cœur, évidemment, de notre préparation, comme ça l'a toujours été. Des lectures, on en a un peu parlé, c'est à la fois le plaisir, la respiration, la bouffée d'air, et quelque chose qui ne vous sera pas inutile si vous savez les mobiliser correctement le jour J.
Voilà, je peux vous dire quelques mots sur la préparation. Pour vous inscrire, c'est simple, c'est Objectif CRPE. Ça doit se trouver assez facilement dans un moteur de recherche. On accepte les cookies ou on les refuse, hein, voilà. Mais en tout cas, on a la possibilité ici de s'inscrire au CRPE, préparation annuelle au CRPE 2022, à partir de 2300 euros, mais avec deux choses. D'abord, une réduction en ce moment qui ne va pas durer longtemps parce que c'est jusqu'à la fin du mois. Par ailleurs, un programme égalité des chances qui permet à ceux qui ne disposent pas de cette somme de 2000 euros de faire un dossier pour candidater au programme égalité des chances. Ça se passe ici, on vous pose un tas de questions indiscrètes, mais ça permet à un très grand nombre d'élèves chaque année de nous rejoindre, même s'ils ne disposent pas des moyens financiers de s'inscrire au tarif habituel de la préparation. Vous disposez également de la possibilité de vous inscrire avec votre CPF. Ça se passe ici. On vous explique tout sur cette page. C'est la préparation annuelle au CRPE 2022 associée à la certification en langue française, le Robert, qui vous permet de suivre notre préparation au CRPE et de la financer grâce à votre CPF. Ça se passe ici. Et de toute façon, si vous avez la moindre question, le moindre problème, il y a nos formidables ambassadeurs, et vous en avez une qui est parmi nous ce soir, Mélina, que j'embrasse et que je remercie pour sa présence ce soir parmi nous, et avec qui vous pouvez prendre rendez-vous sur cette page pour toute question relative à votre préparation, voilà, toute question existentielle que vous pourriez vous poser sur le CRPE, sur notre préparation, sur votre stratégie. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, nos ambassadeurs sont formidables et vous verrez qu'ils vous aideront à trouver des réponses aux questions que vous vous posez peut-être. C'est fini pour le petit couplet sur Objectif CRPE. Il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, passer encore un petit moment avec vous. Merci Flo, trop sympa. Bienvenue Anaïs, bienvenue à tous les nouveaux élèves d'Objectif CRPE. On va se défoncer, nous c'est notre moteur, c'est notre raison d'être. Chaque année, voilà, on fait le max pour que vous soyez le mieux préparé possible et qu'il y ait le plus grand nombre possible de nos élèves qui réussissent le concours et qui puissent exercer ce beau métier de professeur des écoles. Bienvenue Jessica dans la team Magnolia, c'est le nom de la nouvelle promo. Ça promet. Avouez que s'il y a parmi vous des gens comme moi qui sont des vieux croutons et qui sont nés au XXe siècle, le mot Magnolia ne peut pas ne pas évoquer. Voilà, je ne le chante pas parce que je ne suis pas tout à fait sûr de moi là-dessus, mais ça va être super. Ça va être super, on va s'éclater. Merci Aurélie, Muriel, Mélanie, Caro, Christelle, Jessica. Merci Camille. Merci donc Mélina d'avoir modéré ce live. Bonsoir à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Vive le CRPE, vive l'enseignement. Continuez, ne lâchez rien, accrochez-vous. Ça en vaut la peine. Et on se retrouve bientôt sur Objectif CRPE pour un nouveau live. Bye bye.